Bonsoir à tous. Alors, commencer ou dire, je vais essayer de décrire ce que c'est le futur des systèmes, c'est un tout petit peu prétentieux. C'est plutôt une réflexion humble que nous avons avec quelques collègues autour du futur des systèmes. Et en fait, en particulier, on s'est dit, et je me suis dit que ce soir, il y a quelque chose de très particulier qui nous réunit, c'est quand même le SI. On a tous en commun de travailler autour de l'IT, comme on dit, et du SI en particulier. Se lancer dans la réflexion autour de ce que c'est le futur des systèmes, c'est sûrement se poser la question de savoir comment le transformer. En particulier, on a la nécessité d'en définir des caractéristiques. Quand on réfléchit en fait aux caractéristiques d'un système d'information, aujourd'hui on réfléchit à l'environnement et le contexte effectivement a été brossé par Bruno. On a un contexte particulier qui est cette vague ou ces vagues incessantes d'un ensemble de technologies qui nous arrivent à une vitesse assez rapide et en fait beaucoup de nos chercheurs montrent que cette vitesse augmente. Donc en fait, l'innovation augmente plus vite que nous avons le temps de l'implémenter. On peut prendre des exemples comme Angular ou autre, où on change de version en 6 mois, où il y a des méthodes, des outils de travail qui vont très très vite. Alors la définition du futur des systèmes d'information, ou du futur des systèmes tout court, c'est surtout l'idée du contexte général de l'innovation, mais c'est surtout le fait que effectivement la fonction IT était une fonction de support et devient une fonction stratégique. Et ça, si vous n'en êtes pas persuadé, il faut regarder autour de nous. Et tous les grands groupes aujourd'hui se posent la question. Et en particulier, on a eu ce mouvement autour des CDO, des CMO qu'on rencontre tous les jours et qui poussent pour avoir plus d'innovation côté informatique. Et c'est un vrai enjeu. Donc on devient une fonction stratégique qui est clé pour apporter du métier, pour apporter du business, donc finalement pour apporter les affaires. Le deuxième point qui est important ici, c'est que finalement, on se retrouve avec une appétence pour le New IT dans son acceptation, que ce soit les smartphones, la vitesse, le temps réel, l'IoT, l'IA, qui est très rapide et qui est vraiment fondamentale pour nos employés et puis pour notre vie quotidienne. Ça, c'est spectaculaire. Aujourd'hui, nous, on n'a pas un seul de nos clients et toutes nos recherches mondiales montrent que tout le monde s'est mis à utiliser tous ces acronymes et toutes ces technologies qui sont dites le New IT. Ça, c'est le second point. Le troisième point de contexte, et qui est un peu plus visible, peut-être pour le quotidien que vous vivez avec vos équipes opérationnelles, c'est que pour nous, le POC est mort. Vive le MVP. Vive même le MLP, le Most Lovable Product. On va vite et il faut aller vite parce qu'en fait, la vitesse d'innovation et surtout la demande du marché et les technologies en place nous permettent peut-être de le faire. Donc une fois qu'on a dit ça, la transformation du système ou le futur des systèmes, non, j'ai pas de presse particulière. Donc la transformation du système va passer par une nécessité de travailler sur ces concepts. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai égaré mes notes, c'est la traduction en fait du travail que j'ai fait. La transformation, elle est dans un monde donc qu'on qualifie de VUCA. Donc ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est assez intéressant de regarder 2 minutes et de prendre ce pas de recul, peut-être de lire Team of Teams, Gérald McChrystal, qui montre qu'effectivement, on a besoin aujourd'hui de faire attention à ce qu'on fait dans des systèmes un peu monolithiques parce qu'il y a un danger permanent qui est de ne pas pouvoir répondre rapidement et de ne pas modifier rapidement les systèmes. Ce monde VUCA nous entraîne à avoir quelques réflexions. Quand on a autant de technologies qu'on a, comme l'IA ou la virtualité, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, ça nous fait dire de toute façon qu'on va avoir à qualifier le système autour de 3 axes que nous, on pense, qui sont intéressants de discuter, mais qui n'existe pas un système générique qui fait que demain, on pourra prévoir toutes les innovations qui vont nous arriver. Une fois qu'on a dit ça, on se dit qu'il reste quand même quelques éléments sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est que nous pensons que le futur des systèmes passe par un futur système sans frontières. Un système sans frontières, sans limite, boundaryless, on dit en anglais. Le deuxième point, c'est que c'est des systèmes adaptables. Et le troisième, finalement, c'est que ce sont des systèmes qui sont radicalement tournés vers l'humain. Donc, une fois qu'on a dit ces caractéristiques, et je reviens un tout petit peu sur la notion de système sans limite. La notion de système sans limite, pour nous, c'est la mise en place de plateformes, ou en tout cas dans un système, d'éléments, de fonctions capables finalement de faire une communication fluide entre les 4 pôles que représentent la machine, l'employé, le client et le partenaire. Avec ces 4 finalement pôles, on arrive à connecter et à faire ce qu'on appelle la maison digitale. Donc
Être sans limite et sans frontières, c'est penser aujourd'hui qu'il y a peut-être des façons d'adresser le SI avec de la cross-fertilisation d'autres sociétés, avec des données externes, des données externes, et puis avoir toujours en tête que c'est très difficile de sanctuariser la donnée, et donc la donnée, elle est centrale. Et ça, c'est clé parce que du coup, on va pouvoir utiliser des façons d'appréhender le système autour des API, par exemple, ou des microservices qui vont nous donner des fonctions de réponse à ces demandes, qui ne sont pas je suis en train de faire un système qui va adresser tous les risques, mais qui sont je ne sais pas ce qui va m'arriver, alors je me prépare avec un certain nombre de fonctions de base au moins pour les adresser, puis je verrai quand elles arriveront. Et c'est ça, cette vitesse ou cette intemporalité ou bien l'accélération dont parlait d'ailleurs Bruno tout à l'heure, parce qu'effectivement, on a besoin de faire ça assez rapidement. Et vous le vivez, moi je le vis moi-même avec mes clients, et aujourd'hui j'ai la chance de travailler sur un SI, une page blanche, et je me rends compte que ce n'est pas facile de dire je vais démarrer une architecture de service, j'ai toujours des ERP, il y a des fonctions qui sont importantes, mais c'est important de passer par cette réflexion. Pour ne pas se fermer les portes, et d'ailleurs on dit souvent, il y a des no regret moves. On est dans un modèle ou dans des systèmes où on va se lancer avec une vision long terme en tout cas quelques mois, quelques années parfois, qui vont nous obliger à faire des concessions. Donc il n'y a probablement pas de système parfait. Ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est qu'on a la chance de pouvoir définir quelques éléments comme ce que nous on appelle IMAX, un système tourné vers l'interaction ou l'interactivité, la mobilité, l'analytics, le cloud et la sécurité. Et quand on dit cloud, on va même un peu plus loin, on peut parler des méthodes. Et on peut parler par exemple de DevOps. On a des gains de temps assez importants aujourd'hui en utilisant des méthodes DevOps, parce que je me souviens, et vous vous souvenez aussi, que pendant très longtemps, le provisioning des infrastructures nous mettait tout de suite dans 3, 4, 5 mois parfois pour établir des plans d'architecture d'entreprise. Aujourd'hui, en fait, on a la possibilité d'avoir très vite des moyens. Et donc de travailler sur des modèles un peu plus rapides et peut-être de Lean Startup, et donc d'essayer de faire cette rotation dont on parlait tout à l'heure. Donc finalement, il y a une question d'état d'esprit, il y a une question de culture, de méthode, puis une question aussi de moyens. Donc le contexte nous amène à réfléchir à des systèmes sans limites, parce qu'on sait que demain, ces limites vont être repoussées. Les 5 dernières années le prouvent. La deuxième caractéristique, c'est plus autour de la notion d'un système adaptable, voire adaptatif. Quand on dit adaptable, c'est quand on a mis ces blocs en place, quand on a fait des API, des services, quand on a des systèmes qui sont joignables les uns avec les autres, il n'en reste pas moins qu'on va devoir changer rapidement, corriger, dans un environnement un tout petit peu prévu pour ça. Et adaptable, ça veut dire qu'encore une fois, si le système n'est pas générique, eh bien, on aura à refaire. Ce n'est pas si grave. Ce qui est important, c'est que ce soit des MVP. Et donc là, le dialogue et le travail en commun avec le métier pour avoir ce produit qui est plus simple, dont la qualité est irréprochable et qui nous permet de recommencer en disant j'ai fait et je peux refaire et d'utiliser ceci, c'est quelque chose que comprennent mieux les générations suivantes, les plus jeunes d'entre nous, que nous, parce qu'on a toujours cette idée de la qualité absolue. Or, la qualité, elle est très difficile à avoir si le produit il est complexe. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on est nous-mêmes, nous créons cette complexité qui crée des problèmes. Donc, le revenir à des choses simples, effectivement, c'est pas simple parce que ça demande beaucoup de dialogue et une intégration très forte. Et si on prend des cas d'usage, on va trouver là, effectivement, des débouchés autour de produits simples et souvent qu'on trouve dans ce qu'on appelle les Digital Factory. Et puis, il y a adaptatif. Adaptatif, ça veut dire que l'IA nous permet aujourd'hui quand même de se doter de moyens, y compris de l'IT for IT, qui peuvent être à tout moment du MVP. Par exemple, si dans un test de non-régression ou dans un modèle de test, je mets de l'IA, je peux arriver aujourd'hui, et nous on le fait aujourd'hui avec plusieurs clients, on peut augmenter notre capacité à retravailler en permanence et la machine nous aide et elle fait elle-même des corrections. On peut faire de la correction de code, on peut travailler sur le customer service ou bien sur l'identification des mails. On peut travailler sur le centre d'appel. Ça, ce sont autant des produits qui sont générateurs de changement. Et là, l'IT, elle provoque son propre changement en s'adressant à des produits et des façons de faire qui sont nouvelles. Et ça, c'est clé pour le chemin vers le système adapté, adaptatif. C'est assez intéressant puisque beaucoup l'ont fait depuis longtemps, mais on voit par exemple que les médecins n'ont pas attendu pour s'intéresser à l'IA comme augmentation de leur capacité de diagnostic. Nous pensons qu'aujourd'hui, on est mûrs tous collectivement pour le faire pour les systèmes d'information. Donc la deuxième caractéristique, système adaptable et adaptatif, ça veut dire aussi qu'on va tourner un tout petit peu le dos aux problématiques, enfin en tout cas à certains systèmes monolithiques qu'on a adoptés à un moment, parce qu'il y avait ce paradigme qui revient finalement aux troisième caractéristique, qui était de dire que le système va s'adapter
l'humain va s'adapter au système. Et justement, la troisième caractéristique, c'est le contraire. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est de dire plutôt que c'est au système s'adapter à l'humain. Donc la troisième caractéristique du futur des systèmes, pour nous, humblement, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, il faut des systèmes qui sont tournés vers l'humain et qui sont là pour augmenter l'humain. Donc l'humain plus la machine. Quand on regarde ça en détail, on le voit dans des applications comme par exemple les chatbots. Certains d'entre vous ont déjà compris et l'ont fait. J'ai vu certaines entités ou sociétés ici qui ont mis en place des chatbots. Eh bien, quand on travaille avec la manufacture ou enfin tout ce qui est, on va dire, supply chain ou autre, on peut avoir une notion d'efficacité pour une question-réponse ou bien pour des travailleurs ou des échanges avec l'employé qui est au quotidien, qui a besoin d'efficacité. Quand on est sur un canal avec le consommateur, le client, et qu'on veut représenter ce que veut dire la marque pour le consommateur et pour le client, le chatbot va peut-être s'adresser différemment. L'assistant conversationnel prend la texture et la nature même de ce que représente la marque. Donc il y a une question de branding. On parle bien ici d'humaniser un système. C'est une question qu'il faut peut-être se poser, notamment avec les CMO, CDO, puisque nous prônons un rapprochement très fort, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, ces systèmes ils vont aller vers radicalement humain. Donc ça s'adresse en particulier au chatbot, mais pas que. Si je veux augmenter l'humain, ça veut dire que sur les chaînes de fabrication, je peux augmenter par l'IoT, mais aussi je peux, dans le cadre de la d'objets manufacturés, par exemple, équiper les gens de lunettes qui sont des réalités augmentées qui vont m'aider à faire mon travail. De même, on sait très bien qu'il y a des grandes sociétés qui, au sein d'entrepôts, ont des caristes aujourd'hui qui ont directement des lunettes pour les aider sur le chemin pour aller chercher les objets et les déposer dans le camion afin de faciliter la supply chain. Donc en fait, aujourd'hui, radicalement humain, un système, ça veut dire que humain plus machine et pas machine seule. Ce qui me semble être parfois aussi le discours qu'on a quand on dit très vite on va passer d'un modèle où l'humain est absent. En fait non, c'est intéressant pour les cas d'usage qu'on voit, et nous c'est une large majorité, 73% des cas d'usage qu'on voit avec l'IA sont là pour augmenter l'humain et pas le remplacer. Donc l'homme plus la machine. Alors il reste le défi de passer à l'échelle, qui est toujours un peu compliqué puisqu'on a commencé à dire qu'il y a des MVP, il y a un système d'information qui est grand, qu'on essaie de faire des choses plus simples, plus rapides. Mais passer à l'échelle, ça veut dire insuffler peut-être un état d'esprit et aussi une envie, une énergie et des méthodes. Passer à l'échelle, c'est le cas par exemple, j'ai lu comme vous dans la presse, le cas d'Engie, qui a transformé ou qui se lance dans une transformation massive autour du digital, pour réinventer ses produits, pour inventer sa façon de travailler et réinventer son go-to-market en créant en permanence cette émulation et cette innovation. C'est le cas de Walmart. Walmart, l'année dernière, et nous avons eu j'ai eu la chance de les visiter, pour préparer le Black Friday, ils ont équipé 300 000 personnes, enfin ils n'ont pas équipé 300 000 personnes, ils ont fait passer en formation avec du virtual learning. Vous aurez un exemple d'ailleurs sur notre stand derrière. Virtual learning, ils ont une réalité augmentée qui leur a permis de travailler sur le stress généré par le Black Friday et pour apprendre plus vite à travailler sur ces sujets que sont comment je comprends avec les outils de maintenant. L'IT était au cœur de l'idée et au cœur de la réalisation. Ce ne sont pas je ne sais qui a fabriqué ça, c'est le DSI qui a dit moi, je pense qu'on peut faire mieux que de mettre des machines empilées et on va faire quelque chose avec les humains. On a aussi l'exemple de CVS, les pharmacies, qui ont rétabli le dialogue avec le consommateur et qui, eux, travaillent beaucoup avec les médecins et les fabricants et qui sont capables aujourd'hui de doser des pilules à partir de l'ordonnance, donc une chaîne complète. Et là, on est vraiment vers un système sans frontières. C'est un peu ça qu'on essaye d'illustrer au travers de l'idée, justement, d'avoir un système sans frontières. Donc passer à l'échelle, ça existe, ça se fait. Je pense un petit peu comme on le voit souvent qu'on est un peu timide, qu'il y a plein de méthodes pour le faire, que ça passe aussi par une transformation individuelle et collective des personnes qui le font. Ça, c'est peut-être le plus compliqué. La mise à l'échelle, ça passe aussi par une intention. Et cette intention, finalement, quand on dit qu'on veut réfléchir ou refaire un système qui est à la fois sans frontières, sans limites, adaptatif ou adaptable, et radicalement humain, ça veut dire que derrière, on a l'intention d'avoir des personnes qui vont justement au quotidien avoir cette dynamique. Et là, c'est un petit peu particulier parce qu'on va parler de culture. Et parler de culture, quand on est dans l'informatique, ça a été pendant très longtemps très compliqué.
Il y a une culture justement geek qui n'intéressait pas. Et puis on a mis les geeks en avant. Aujourd'hui, on demande à des gens comme Mark Zuckerberg ou d'autres informaticiens ce qu'ils pensent du monde. Donc en fait, ce paradigme, cette inversion est intéressante, mais elle doit s'accompagner d'une certaine éducation qui est difficile pour nous de donner. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il faut créer des univers, des localisations et des groupes qui sont dynamiques. Et donc là, par exemple, moi j'aime bien utiliser la formule de John Spence. Il dit, dans une formule du succès, il dit par exemple que la réussite sur des projets ou sur des systèmes passe par finalement quelque chose d'assez simple, autour de 3 facteurs clés, que sont le talent, la culture, l'efficacité, le tout factorisé par la discipline dans l'exécution. On ne perd jamais de vue que le propre de la construction d'un système passe par une certaine efficacité, mais surtout une discipline dans l'exécution. Donc de l'intention, une culture propre à des groupes, les squads, les méthodes agiles, les meet-up, toute cette culture qui permet d'avoir cette évolution permanente, cette réflexion, l'acculturation autour de vidéos rapides, de push d'informations pour que les gens comprennent qu'on vit dans un monde dans lequel aujourd'hui l'innovation est permanente. Des systèmes plus adaptés ou adaptables, des systèmes radicalement humains, et puis des systèmes sans frontières. C'est un petit peu tout ça que je voulais vous dire ce soir. Il n'en reste pas moins que la culture n'est pas facile à impliquer. On est effectivement les agents de changement, et je suis assez d'accord. Pour nous, c'est une question de curiosité, et puis aussi d'essayer de passer à ce modèle MVP, qui est la clé finalement de la réussite de ces projets successifs. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir.